puissances sont les mêmes? Est-ce que le champ du cœur est 100 fois plus petit, 10 000 fois plus petit ou 1 million de fois plus petit? Ça va, il ne faut pas bouger le papier. Il ne faut pas mettre les doigts sur le truc noir non plus. C'est pour ça que ça. Si on met les doigts sur le truc noir, ça marche moins bien. Mais c'est pas garanti que ça marche même si. Pourquoi tu fais quoi sur le truc noir? Parce que c'est comme ça qu'il reconnaît le. Ah mince, j'ai mon téléphone qui sonne de temps en temps. 10 au lieu d'archéologie. Mazette, pardon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? La même puissance. Pour moi, c'est pareil. C'est la même. Bon, il y aura un déséquilibre. Alors, vous avez dit plutôt les mêmes puissances, 100 fois, 10 000 fois, million. Allez, on va voir le plus correct. 1 million de fois plus petit. Le champ que votre cœur rayonne, magnétique, il est 1 million de C'est pour ça fois qu'il faut plus des millions petit. de cœurs pour essayer de changer quelque chose. Pardon? C'est pour ça qu'il faut des millions de cœurs et l'unité. Ouais, voilà, c'est peut-être pour ça qu'il faut des millions de cœurs. Voilà. Donc ça, c'est intéressant à avoir en tête. C'est mental, ça. Combien de fois, alors attendez, hop, Attends. voilà, c'est sûr. Ah bon? Alors, Le cœur et le cerveau? non, parce que l'autre, c'était quoi? Le cœur et le cerveau? Ah oui, bah oui, mais c'est l'image qui n'était pas belle. Ouais. Non, l'image n'est pas bonne. Bon, alors c'est bon, alors on y va. Alors, entre le cœur et le cerveau, allez, à vous Marc. Alors, Entre le cœur et le cerveau, quelles sont les différences de rayonnement? Là, par contre, je dirais. Ah, c'est ça. Allez, hop. Vous pensez quoi? Entre 10 fois et... Ah, hop, c'est tout pareil. Hein, 1000 fois aussi, voilà. Ok. la réponse. 100 fois. C'est juste. Il y a 100 fois d'écart, c'est déjà pas mal. Hein. C'est-à-dire que C'est pas beaucoup. le cœur, on l'entendra mieux que le cerveau. Ouais. Et on fait quoi des électroencéphalogrammes? Ouais. Électro, pas magnéto. Là, on est sur du magnétisme. C'est le champ magnétique, c'est pas le champ électrique qu'on mesure. Donc, quand on a voulu mesurer des champs magnétiques, on ne pouvait pas le faire à l'époque parce qu'on n'avait pas les moyens de mesurer le champ magnétique, ni du cœur, ni du cerveau. C'était impossible. C'est pour ça qu'on a commencé par mesurer. Alors après, du coup, bah oui, bah là, je vous ai donné la réponse. Ah. Donc l'électrocardiogramme est précis. Alors, quel est le plus précis? Si, tiens, ça, non, je ne vous ai pas donné la réponse en fait. Quel est le plus précis entre l'électrocardiogramme ou l'électro ou le magnétocardiogramme? C'est-à-dire, on mesure les champs électriques ou les champs magnétiques? Ça, ouais, c'est parce que la conférence que j'avais fait avant, je ne l'avais pas mise en même ordre, donc vous pouviez peut-être avoir des réponses, mais là, ça va être un peu chaud. Non, mais... Alors, 11 pour le magnéto. Ok, alors vous avez raison. Non, 7 pour le magnéto. Comment ça se fait que ça ne s'affiche pas? C'est lequel qui joue ça? Bon, la bonne réponse, c'est le... Personne n'a tort. Je sais pas pourquoi. La bonne réponse, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que le champ électrique, l'électricité doit passer à travers tous les organes, à partir du cœur, à travers toutes les structures, et quand il arrive à la sortie, il n'y en a quasiment plus. Alors qu'un champ magnétique, une onde magnétique, elle traverse le corps comme s'il n'y avait rien. Donc, tout ce qu'on mesure en magnétique, c'est beaucoup plus précis que ce qu'on mesure en électrique. C'est ce qu'on voit ici. On voit ici des électrocardiogrammes où les courbes sont super lisses et des magnétocardiogrammes où on voit tout un tas de petites nuances. Sauf que c'est vachement plus compliqué de les mesurer parce que c'est beaucoup moins facile à capter. Donc un électrocardiogramme ou un électroencéphalogramme va nous donner des infos mais qui sont relativement peu fines.
Si on veut rentrer dans des choses plus fines, il faut avoir des appareils beaucoup plus puissants pour faire du magnétisme. Le corps a une résistance. Parce que le corps fait passer des choses, Il a une l'électricité résistance en passe. lui-même, donc. Voilà. Et comment ça se capte alors? Pardon? Comment ça se capte Alors on le verra tout à l'heure, parce que justement ça fait partie de la suite. Mais oui, c'est une bonne question, comment ça se capte? Allez, électricité. On va rentrer dans l'histoire de l'électricité. Voilà, je ne sais pas où j'en suis dans le temps. 10h30. Voilà. Donc Isaac Newton est tout content en 1703 d'être chef de la Royal Society parce que son principal concurrent étant enfin mort, c'est celui qui était avant. Et tout jeune, il avait envie de s'encadrer des meilleurs. Et donc il a pris Francis Osby, qui du coup lui avait très envie de montrer au chef qu'il était le meilleur. Donc il a commencé à faire un maximum de... On a des publications gigantesques tous les jours, des rapports de sa part. Et l'idée c'était de savoir identifier un certain nombre de choses. Il y a un reportage, vous l'avez ici, qui est très bien fait sur Arte. Vous allez voir toute cette histoire en vidéo, elle est vraiment sympa. Je vous la synthétise ici. Osby a fait, alors je suis désolé, les images n'ont pas l'air d'être très claires. Je ne sais pas si je peux faire mieux, parce que ça se voyait mieux sur mon écran. On va corriger ça peut-être en direct. Ce que vous voyez là, ici, c'est une machine à créer du vide. Ce que vous voyez là, c'est une petite sphère dans laquelle on a fait du vide. Et Osby, il a fabriqué cette petite machine-là en faisant tourner la sphère. Il s'est aperçu, en mettant sa main dessus pendant qu'elle tournait, qu'on avait de l'électricité statique qui se produisait dedans. En fait, qu'il y avait des arcs électriques qui se produisaient à l'intérieur. Et il a eu l'idée. Donc, quand il a montré ça, en fait, c'était la forme du Quand il a montré ça, il n'a même pas pensé que ça pouvait être utile. Mais par contre, on avait cette expérience-là. Donc, toutes les personnes de l'époque ont trouvé ça rigolo. Bon, d'accord. Ça fait des belles étincelles. Et donc, ce qui s'est passé, hop, ça marche pas. C'était la magie de l'électricité. On a fait des spectacles. Alors, l'idée, c'était, d'abord, on se souvient de la petite truc d'ambre qu'on frotte et puis pour faire soulever des plumes. Ça, c'était le début du spectacle. Et puis ensuite, on utilisait la machine de Osby pour fabriquer l'électricité statique avec sa main. On se chargeait, puis une fois qu'on était chargé, on s'approchait d'un verre de cognac et on allumait le cognac. Ou alors, on venait foutre une châtaigne à son voisin. Ça, c'était les grands spectacles de cette époque-là. On avait découvert l'électricité et on faisait des spectacles. Et on ne savait pas trop ce qu'on pouvait en faire d'autre. Donc Osby, il a continué de travailler. Et pendant ce temps, on a Stephen Gray. Alors là, on ne voit pas bien les images non plus. Je suis désolé. Voilà. Je vais essayer de vous les remettre. Ouais, parce que quand je les ai mis sur mon écran, c'était plus facile et ça se voyait mieux. Alors là, on va le voir peut-être en gris. Ça, c'est pas mieux. Est-ce que ça, c'est mieux? Non, c'est décidément l'écran. Là, on voit mieux. Alors, on peut deviner ici, on a la machine de Osby. Ici, on a un gars qui a eu l'idée, lui, il a eu l'idée, Gray, de faire une balançoire avec des fils, qui étaient des fils conducteurs, des fils isolants, en fait, et puis d'allonger un gamin dessus pour faire un spectacle. Et quand, avec son doigt, il chargeait le gamin d'électricité, quand le gamin mettait sa main au sol avec des feuilles d'or au sol, les feuilles d'or se soulevaient. C'est magique. C'est encore de l'électricité statique. Et ça, c'était des clous de spectacle aussi. C'était faire du spectacle. Mais ce qu'on a su trouver de cette expérience-là, c'est qu'il y avait des matériaux qui conduisaient l'électricité et d'autres qui ne conduisaient pas. C'est là qu'on a commencé à voir la distinction entre isolant et conducteur. Donc là, on est en 1730. Si je reviens sur mon PowerPoint, si vous y allez, parce que la souris n'est pas très... Voilà. Donc ensuite, on s'est dit, mais puisque on a de l'électricité, on la fabrique, on arrive à la faire passer à quelqu'un à travers des conducteurs, est-ce qu'on ne pourrait pas la stocker? La première idée qu'on a eue, c'est de la mettre dans une bouteille. Donc on a mis
de l'eau et la bouteille, puis on a posé la bouteille sur un isolant parce qu'on se doutait que l'électricité allait s'enfuir, et puis ben non, ça ne rentrait pas, il n'y a rien qui se passe. Et accidentellement, à un moment, on a pris la bouteille comme ça, et quand on a pris la bouteille comme ça, on ne s'en est pas rendu compte, on a fait tourner la machine, quand on l'a reposée, au moment où on a touché la pointe de la bouteille, on s'est pris une belle châtaigne. Ça avait rempli la bouteille. Pourquoi ça avait rempli la bouteille alors que ça, quand on la tient dans la main, alors que quand on la mettait sur un isolant, ça ne marchait pas. C'est ce qu'on appelle la bouteille de LED. Donc stocker l'électricité, alors là je suis désolé, vous ne voyez pas grand chose, parce que c'est pas le... Et je vais vous le faire à la main. Quand on était là, les petits électrons qu'on envoyait dans la bouteille sur l'isolant, ils essayaient de rentrer, mais il n'y avait pas beaucoup de place. Quand on tient à la main, on est raccordé à la Terre. Donc on a nous-mêmes d'autres charges qui sont ici, qui attirent les petits électrons, donc qui vont venir en masse ici pour compenser la main qui est à la Terre. On avait inventé le condensateur. On a chargé la bouteille, chargé la bouteille, chargé la bouteille, et on se prenait des belles châtaignes en sortant de cette bouteille-là. Donc on a réussi à stocker de l'électricité. Et ce qui était remarquable, c'est que dans de l'eau, on stockait de l'électricité sur une durée pratiquement infinie. Une fois qu'elle était chargée, elle était chargée. Et pour la décharger, il suffit de mettre le doigt dessus. Alors après, c'était tous des petits savants, chercheurs, etc. Puis on avait Franklin, lui, qui n'avait pas du tout cette... il disait qu'on ferait les recherches avec des gens qui étaient trop dans le moule. Donc lui, il avait envie de montrer qu'il y avait d'autres choses. Et donc lui, son idée, c'était de montrer que la foudre aussi, c'était pas un truc de Dieu, comme on le pensait tous à l'époque, mais que c'était aussi de l'électricité. Donc il va faire une grande perche sur un trépied. En bas de la perche, il va mettre une bouteille de LED. Si c'est de l'électricité, ça devrait remplir la bouteille. Et puis, il a attendu que l'orage arrive. Et quand l'orage est arrivé, il y a son assistant qui s'est précipité pour aller prendre la bouteille. Mais avant qu'il arrive à la bouteille, il s'est pris une belle châtaigne. À 50 cm, 60 cm de la bouteille, il a pris un bel arc. Donc là, ils ont démontré que c'était vrai. L'affaire était dite. Électricité animale. On a quand même des choses qu'on utilisait dans l'Antiquité qui étaient les torpilles. Les poissons torpilles, c'est des poissons qu'on utilisait pour foutre des châtaignes aux gens, pour les soigner, pour les guérir, pour faire des choses comme ça. Et le problème, c'est que la question qui se posait, et Cavendish s'est posé cette question, c'est que ça ressemblait bien à de l'électricité, mais il n'y avait pas d'étincelle, d'abord. Et ensuite, on pouvait penser que c'était une morsure, et dès qu'on touchait le poisson, mais alors on était mis à terre. Il n'y avait pas d'étincelle, mais par contre, on était projeté à terre. Est-ce que c'est de l'électricité ou est-ce que c'est pas de l'électricité? Bonne question. Donc lui, il va faire plein d'expériences et il va finir par démontrer que c'était de l'électricité. Désolé, voilà, l'animation n'est pas très belle. On va y arriver. Hop, voilà. Donc, si on fait la synthèse de ce qui s'est passé, on a découvert que l'électricité, c'était des choses qui pouvaient circuler, un peu comme de l'eau, ça peut tomber. On a découvert que dans le cas du poisson torpille, il n'y avait pas d'étincelle. Et on a découvert qu'il n'y avait pas d'étincelle. Pourquoi? Parce qu'on faisait tomber beaucoup d'eau d'une petite hauteur. Donc il n'y a pas d'étincelle, par contre ça vous fout un homme par terre, parce qu'il y a trop de courant. Il y a trop d'eau en fait. C'est un peu comme si vous receviez l'eau du barrage qui tombe que de 1 mètre, mais vous la recevez toute, quoi. Ça vous fout par terre. La bouteille de LED, c'était l'inverse. On fait tomber de l'eau de très haut, mais quelques gouttes. Ça fait une étincelle. Ça ne vous fait pas grand-chose. C'est l'électricité statique. C'est ce genre de choses. Donc on avait découvert finalement dans toute cette histoire comment fonctionne l'électricité. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il faut très peu d'électricité pour tuer quelqu'un. À partir de 75 milliampères, on est déjà sur le cœur, la mort assurée à 1 ampère. Donc quand vous avez votre disjoncteur différentiel 30 milliampères, il est là. 0,5 milliampères, vous sentez les petites châtaignes, vous sentez rien sauf si vous avez les mains humides, et 10 milliampères. Voilà. Donc ça c'est pour resituer le contexte. Allez, petit quiz. Ça fait pas mal. Allez, mais tu n'as pas le droit de jouer, Fred, hein, parce que tu les connais déjà les réponses. Allez, à quand remontent les premières traces de l'utilisation des anguilles électriques?
Dans ce que Des enduits, des enduits. Oui, mais les torpilles c'était pareil, mais ça c'est les anguilles, mais ça marche aussi. Tout est métrique comme réponse. Voilà, c'est bon pour les écrits. Mince. Alors, Non, mince. 2007. Bon, voilà, vous étiez à 450 et le correct c'était 2700 ans. 2700 ans, on l'utilisait déjà avant Jésus-Christ, hein. Donc ça veut dire 4700 ans maintenant. C'est un petit peu. Voilà. À quoi servaient les bouteilles de lait à la cour du roi Louis XV Muriel? T'as pas le droit de répondre. Ah, moi je sais. Mais toi non plus, t'as pas le droit de répondre. Ah, tu peux répondre, mais tu réponds à la fin. Non. Sinon tout le monde va regarder. Ah, mais non, on ne peut pas regarder par les c'est bon. C'est bon. Je vous ai dit qu'on faisait beaucoup de magie, hein, avec les bouteilles, avec l'électricité, on s'amusait beaucoup hein, à cette époque. C'est quand même le grand jeu. Ah oui. Vous imaginez? À se divertir en électrisant des centaines de courtisans, ben oui, bien sûr. Et on mettait jusqu'à 250 personnes, et on mettait une bouteille de lait, et là tout le monde se prenait la chienne. Y compris le roi qui était très fan de ça. Donc voilà. C'était la tranche de fun. Allez, on avance un cran, hop. La petite histoire continue. C'est parce qu'on avait. Maintenant, on sait que le courant électrique ça passe, que ça peut tomber de haut, que ça peut être beaucoup, qu'on peut le stocker, qu'on peut faire des choses avec. Restait une question est-ce que dans le vivant, il y a des choses comme ça? Et Galvani était un Italien qui, lui, était persuadé que l'électricité était dans le vivant de par la présence de Dieu. Donc, d'ailleurs, quand il mettait de l'électricité sur ses grenouilles, les muscles bougeaient, il n'a fait pas d'expérience, et quand il a été certain que c'était sûr, donc il a fait un petit livre et puis il a publié ça. Et puis, ça faisait quand même plusieurs années qu'il se battait avec Volta, qui lui était certain du contraire. Et donc Volta, lui, il a fait des expériences différentes. Lui, il s'est aperçu que, alors on ne voit pas bien ici, mais il s'est aperçu que l'électricité avait un goût. C'est-à-dire si on mettait deux pièces de nature différente et puis qu'on les reliait avec un petit conducteur électrique qui est sur la lampe, ça faisait un petit goût qui n'était pas le même goût que quand on mettait que les deux pièces comme ça. Et il pensait que ce qu'il avait fait, c'était un circuit qui permettait de faire de l'électricité. En tout cas, il pensait ça. Et donc, il s'est aussi posé la question, on l'a vu tout à l'heure, mais on est passé un peu vite dessus. Vous avez vu, ça c'est le poisson torpille. Donc quand Cavendish l'a utilisé, il s'est aperçu qu'il y avait plein de petites billes ici. Il a essayé de faire la même chose en faisant plein de petites bouteilles de lait, les unes à côté des autres, et il a reproduit le phénomène de la torpille. Ben, Volta va partir de la même observation. Il va se dire, ce poisson il est quand même intéressant, je voudrais savoir comment il fabrique son électricité. Donc Volta, il va faire un assemblage de pièces de zinc et de cuivre, qui va mélanger, hop, et puis je te mets une pièce, une pièce, une pièce, en se disant, je devrais arriver à produire des choses. Et à sa grande surprise, ça a fait un courant continu. C'était pas une étincelle. Il s'attendait à faire des étincelles avec ça. Mais en fait, il a fait un courant continu, d'où la pile de Volta. C'est là qu'on a inventé la première pile, en fait. C'est en observant le poisson torpille qu'on a découvert que on pouvait fabriquer de l'électricité en continu. Et donc là, c'était le début. Donc, depuis Galvani, on est mort de Château en 98, pratiquement. On s'est aperçu que quand on faisait passer un courant continu, maintenant vous pouvez fabriquer un courant continu et pas des petites étincelles, on décomposait l'eau en oxygène et en hydrogène. Et là, question, parce qu'à l'époque, on n'était pas trop sûr encore que la matière, c'était des atomes et tout ça, c'était pas le truc forcément connu. Et puis, on a des personnes qui se sont amusées, je ne me souviens plus de son nom, de ce monsieur-là, à fabriquer des batteries gigantesques dans une cave. Et en fait, le coup du spectacle, c'était, au-dessus de la cave, de faire une étincelle, un arc électrique gigantesque continu. On avait inventé les ampoules à néon, entre autres. Donc ça, c'était la production massive d'électricité, fabriquer des étincelles, et on est arrivé. Donc on comprenait bien qu'il y a quelque chose qui circulait. On ne savait pas trop quoi, on verra ça tout à l'heure.
Donc l'électricité des applications thérapeutiques de l'époque, c'était la main électrique. Alors la main électrique, eh ben, c'était un petit circuit électrique, et puis on posait la main à différents endroits pour soulager, et on s'est aperçu qu'il y a des endroits qui provoquaient des contractions, toujours les mêmes. Et c'est Simpson en 1864 qui a dressé une cartographie des points musculaires, qui a été reprise par Duchesne de Boulogne, avec tous les points musculaires qu'on trouve chez les kinés aujourd'hui, qu'on connaît, qui sont les points exact où on peut mettre de l'électricité et faire des contractions musculaires. Une autre utilisation, ça a été les courants de blessure. Wesley, en 1871, s'est aperçu que quand on mettait de l'électricité autour d'une fracture, la fracture se réparait plus vite. Aujourd'hui, avec nos connaissances, on sait ce qui se passe. En fait, on sait que quand on a une fracture, on a un courant de blessure qui laisse passer des charges électriques négatives qui vont attirer les réparateurs que sont les fibroblastes et les leucocytes. Si on n'a pas le courant de blessure, on n'a pas la réparation. Ce qui peut être, quand on a des fractures qui ne se soudent pas, mais on peut aussi travailler comme ça. Les kinés le savent aussi, ils ont aussi des appareils maintenant pour faire passer des courants. Alors on va revenir un petit peu sur l'électricité actuellement, ce qu'on en sait, avant de passer à l'électromagnétisme, qui sera l'étape d'après. Ce qu'on sait, c'est qu'on parle beaucoup des radicaux libres, vous avez dû en entendre parler, qui font des dommages à notre ADN, à nos métabolismes, etc. On verra tout à l'heure un petit peu dans le détail ce que c'est. Ce qu'on sait, c'est qu'ils provoquent des inflammations, et on sait par l'expérience aujourd'hui qu'il y a toujours des inflammations, quelles que soient ces maladies qui sont ici. Que ce soit de l'Alzheimer, du cancer, du diabète, toutes ces maladies, aujourd'hui on a démontré qu'elles étaient liées à de l'inflammation. Autre chose, on a fait une étude ici, où on a regardé les épidémies de diabète, ça doit être la courbe qui est ici, et la courbe de vente de chaussures avec semelle. Vous voyez où je veux en venir? Pas vraiment. Non. Quand on a des chaussures avec des semelles, on est isolé du sol. On n'a pas de charge électrique négative dans notre corps. Et les charges électriques négatives viennent combattre l'inflammation, notamment. Donc, on voit qu'elles sont complètement corrélées, en fait. L'augmentation de maladies, on pourrait le faire avec d'autres maladies, on voit cette corrélation. Alors ça avait été découvert par ce qu'on appelle les effets parapluies. En fait, si on a des chaussures ici, eh bien, en fait, la tension qu'on a au niveau de la tête n'est pas la même que si on n'a pas de chaussures, on est au même potentiel que la Terre. Donc on n'a pas de possibilité de différence de potentiel. Donc on va voir, si on n'a pas le même potentiel, c'est-à-dire que si on a la possibilité ici d'avoir une chute d'électrons parce qu'on est plus haut, comme tout à l'heure, et que les électrons vont passer dans le corps. Si là, on n'a pas la possibilité, ils n'ont pas de raison de passer dans le corps, puisqu'ils ne peuvent pas tomber, ils sont au même niveau que la Terre. Donc ça, on a démontré qu'on avait des effets sur le sommeil, le fait de marcher du pied, qu'on avait des taux de glucose, des guérisons de douleur, des viscosités sanguines, tout ça, c'est des phénomènes améliorés par le fait de connecter à la Terre, donc de marcher pieds nus. Voilà, donc là on le voit, on a des potentiels de 0 volt quand on marche, sinon on est à peu près à 200 volts au niveau de la tête quand on a nos chaussures. Donc quand vous rentrez chez vous, marchez par terre, mais pas dans le carrelage parce que ça ne sert à rien. Dehors, sur la terre. Les radicaux libres, ça avait été... en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que cette découverte qui est très intéressante. Les forts taux d'oxygène dans les couveuses des prématurés provoquent des cécités chez les bébés. Et ça, c'était une découverte fondamentale qui nous a permis de découvrir l'histoire des radicaux libres, avec une théorie derrière. Et aujourd'hui, on sait que les radicaux libres, le manque d'électrons, en fait, quand on a une matrice saine, donc la matrice, c'est les fascias, on verra ça tout à l'heure, qui contient des électrons, et bien en fait, ces électrons sont disponibles, et ils peuvent tout de suite venir quand il y a une réaction inflammatoire. Si on n'a pas une matrice saine, qu'elle est bloquée, qu'elle ne peut pas faire circuler, ou qu'on manque d'électrons, eh bien, on n'a pas facilement accès à le combat contre l'inflammation et donc on va vieillir plus rapidement. Donc c'est un lien avec la fasciathérapie, on verra ça tout à l'heure. Les réservoirs naturels d'électrons au sein du corps, on a des réservoirs naturels d'électrons, si on marche pieds nus, ils se remplissent et ils sont prêts à combattre. Donc c'est ce qu'on voit ici sur ce dessin-là.
c'est les glycosaminoglycanes pour ceux qui aiment bien la famille. Voilà. Donc c'est ce qu'on dessine ici. Voilà, je marche avec des chaussures, j'ai ça, je marche pieds nus. Ben, dès que ma blessure est présente, mes électrons sont dispo, ils arrivent. Si j'ai pas rempli mon réservoir d'électrons, eh bien, mes blessures vont vite avoir des problèmes de manque d'électrons. Il faudra un certain temps pour qu'on ramène des choses pour combattre l'inflammation. Voilà. Et après, du coup, quand on a ce problème-là, on va avoir non seulement des problèmes de manque d'électrons, mais on va avoir des barrières qui vont faire des rougeurs, qui vont faire des inflammations fortes du fait du manque d'électrons. Donc, les autres thérapies électriques, ben, on a l'électrocardiogramme, c'est Willem Einthoven en 1906 avec un prix Nobel en 1924. Et puis on a l'électroencéphalogramme, on est dans l'électricité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la façon la plus précise de mesurer un signal. Électromagnétisme. Donc on a vu qu'on avait des aimants, on a vu qu'il y avait de l'électricité, puis un jour il y en a qui a remarqué que quand on faisait passer du courant dans un fil à côté d'une boussole, ça faisait bouger la boussole. On est dans un champ magnétique qui est fabriqué par le fil électrique. Le courant qui bouge, les électrons qui bougent dans le fil, font un champ magnétique. Et comme la boussole elle s'oriente en fonction des champs magnétiques de l'environnement, elle s'oriente sur le champ qui a été créé. C'est le début d'une belle révolution. Donc Ørsted qui a donné naissance aussi à la compréhension de ce phénomène-là. Et donc on va parler d'ondes électromagnétiques maintenant. Parce que la portée de ce truc, elle est gigantesque. On a démontré que quand on faisait bouger une charge électrique, un type électron, ça faisait un champ magnétique. Donc tout ce qui est électrique et qui bouge fait un champ magnétique. Tout, quelle que soit sa taille. Et c'est ce qu'on voit là. Alors on va avoir des champs magnétiques qui auront des fréquences différentes. Ici, on a les fréquences donc là, qui sont réparties, mais je vais vous donner la planche suivante parce qu'elle est plus parlante. Celle-ci est probablement un peu plus parlante. Voilà. Ici, on voit que la longueur des ondes, quand on est dans les ondes du spectre, il est où ? Radio, radar, FM, VHF. Je sais pas où il est là, le visible. Voilà. Le spectre visible, la lumière visible, c'est des choses chargées qui bougent. La taille de l'onde qui circule, elle est de l'ordre de la taille d'une bactérie ou d'un virus. Quand on passe dans l'ultraviolet, on va monter à la taille d'une protéine, ou monter, quand on est ici dans des rayons plus élevés, à la taille d'une molécule d'eau. Mais si on descend dans l'infrarouge, on va être dans la taille d'une cellule. Une bêtise, c'est l'inverse. Donc là, on devient de plus en plus petit. Donc là, c'est la protéine, là, c'est la molécule d'eau. Donc plus on monte en fréquence, les rayons X, par exemple, vont atteindre les structures les plus profondes des atomes. Alors que quand on descend, infrarouge, etc., les ondes basses, elles vont avoir des longueurs d'onde qui sont de la taille d'une maison, par exemple. Donc on n'aura pas d'impact sur le corps humain autant que quand on fait les rayons X, par exemple, ici, pour les radios. Les radios, elles touchent les molécules d'eau. Parce que les longueurs d'onde sont les mêmes. Elles font rentrer en résonance, en fait, parce qu'elles sont similaires. Et qu'est-ce qui peut bouger dans le corps ? Ben ça, c'est très intéressant. On n'a pas vu la deuxième partie tout à l'heure, mais quand des molécules tournent sur elles-mêmes, on va avoir des fréquences de l'ordre du micro-ondes. Donc quand vous envoyez du micro-ondes sur votre corps, ben, vous faites tourner des molécules entre elles. Si vous envoyez des fréquences qui sont ici un petit peu plus petites, ben, vous allez faire vibrer les structures moléculaires. Ici, vous allez faire tourner et vibrer sur d'autres éléments. Après, vous pouvez même faire tourner les électrons sur eux-mêmes, en fait. Et ça, on le verra tout à l'heure. Voilà, donc, pour vous dire que c'est des images que vous avez probablement vues sur tous les champs électromagnétiques, on va revenir à cette idée-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que
quand on a voulu commencer à mesurer les champs magnétiques, je vous ai dit que c'était compliqué, il a fallu qu'on fasse des bobinages de plusieurs milliers de boucles pour arriver à sentir le chant du cœur tellement c'était faible. Et c'est ça la difficulté de ces mesures-là. Mais comme on a compris que plus on avait de boucles, et donc plus on a de circulation de charge, plus on fabrique un champ, mais inversement, si on a des champs qui passent dans des boucles, ça fabrique des courants. Donc si on veut détecter un champ très faible, il faut faire beaucoup de boucles. Et si je fais des millions de boucles, je vais détecter des champs très faibles. Donc c'est cette façon-là qu'en 1970, on a amélioré le travail de 1963 seulement, c'est en 1963 seulement qu'on a pu mesurer le champ magnétique du cœur. Donc, biomagnétisme humain, on sait aujourd'hui qu'on a des champs qui sont provoqués par tous les mouvements de nos particules à l'intérieur du corps, qui sont de l'ordre du biomagnétisme. On sait que la main d'un thérapeute émet des champs, on va voir ça tout à l'heure. On sait qu'on peut faire du magnétisme, des champs électromagnétiques sur les os, et ça va provoquer des circulations de courant électrique. Donc on va retrouver les mêmes choses, sauf qu'au lieu de faire passer un courant, on met des champs magnétiques, on met des aimants, et ça fait circuler des courants de réparation. Donc on voit qu'il y a une liaison entre les deux, qu'il y avait une logique. Et puis dans les appareils qu'on a là, ça c'est un appareil aujourd'hui, on voit que c'est quand même très gros pour mesurer le champ magnétique du cœur. On n'est pas dans l'électrocardiogramme, on est dans le magnétocardiogramme. Là c'est beaucoup plus gros comme appareil. Voilà. Ça aussi c'est un autre appareil de mesure du champ magnétique. Voilà. Le champ magnétique, il est très, très important. Par exemple, la lumière, on le voit ici, alors, la lumière, le champ magnétique de la lumière, quand il vient sur ici un dérivé du cholestérol, il va casser ce dérivé-là et il va fabriquer un des deux bouts, ça va être la vitamine D3. C'est comme ça que le champ magnétique de la lumière nous fabrique de la vitamine D3. C'est en cassant le cholestérol sur certaines parties. Donc c'est très important d'aller dehors pour avoir de la vitamine D3. Ou alors on se complémente, mais c'est pas la même chose. Par contre, on a aussi les effets inverses. C'est-à-dire que si on a trop d'ultraviolet, on va venir détruire certaines structures, etc. Donc ça peut être nocif pour le corps. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, je vous ai fait un peu l'histoire. Maintenant, on va rentrer un peu dans un peu plus dur. Je vais essayer de passer rapidement parce que c'était... Mais si on veut arriver sur le quantique, on a besoin d'avoir un minimum de connaissances de la matière, cette fameuse matière qui a 1200 ans avant Jésus-Christ, on pensait que ça pouvait être des atomes. On n'en a pas encore parlé là. Donc, on va essayer de regarder comment c'est fait à l'intérieur et pour comprendre comment on a compris derrière le quantique. Donc, au début, on pensait qu'il y avait des petits atomes et puis des petits électrons qui tournaient autour comme des planètes. Cette idée, on s'est vite aperçu qu'on pouvait l'affiner en disant que le noyau lui-même avait des petites boules plus et des petites boules neutres. Et puis qu'autour, on a des petites boules négatives. Donc, si on a 10 boules négatives et 10 boules positives à l'intérieur, ça fait un équilibre. Et puis, on peut avoir autant de boules neutres qu'on veut en plus. Ok, donc là, jusqu'ici, on est en train de jouer au lit, on a des petites choses. On voit que ça s'est... Et puis on pensait encore que c'était des trajectoires comme des planètes. Donc on a commencé à regarder ces planètes et on s'est aperçu que finalement, ces planètes, elles ne pouvaient pas circuler librement. Elles étaient obligées de passer d'un étage à l'autre. C'est-à-dire que les trajectoires, elles étaient alignées sur des orbites, mais qu'on ne pouvait pas passer entre les deux orbites. On ne pouvait pas avoir un électron qui circule entre deux. Il est forcément sur l'une ou sur l'autre. Et en plus, les places sont limitées. Dans la première orbite, il n'y a que 2 électrons qui ont la place. Et dans la suivante, on n'en a qu'un certain nombre, etc., etc. Donc, dès qu'un petit électron se trouve autour d'une matière comme celle-ci de protons et de neutrons, donc les choses positives et neutres, il va se mettre au plus près. Et donc, si on regarde ici un atome de calcium, on s'aperçoit qu'il a un certain nombre, il a 20 petites charges positives dedans, et donc derrière, il y a 20 électrons. Et puis le dernier, malheureusement, les 2 derniers, malheureusement, il n'y avait pas de place, donc ils se sont mis sur la dernière couche, mais ils sont tout seuls. Et donc ces 2 électrons-là, ils sont très fragiles, parce qu'ils sont là un peu isolés, ils n'ont pas de copains pour les défendre. Donc ils peuvent se faire bouffer facilement par des voraces d'électrons, et ça va faire des ions calcium. Parce que l'ion calcium, lui, il est très stable.
il n'y a personne, toutes les couches sont complètement stables. Si on prend l'inverse et qu'on regarde le chlore c'est l'inverse. Il a une petite structure ici et puis il a une place libre. Alors lui par contre il va avoir envie d'aller bouffer de l'électron. Et donc s'il arrive à en bouffer un, il va devenir un ion chlore moins, parce qu'il aura une charge de plus, enfin il aura un électron en moins, donc ça fera un moins en plus. Donc ici, j'ai un vorace qui a envie d'électrons et j'en ai un qui peut se faire piquer des choses. Donc qu'est-ce qui se passe? Ah mince. Il se passe quoi? Ah, on ne sait pas ce qui se passe. Je ne sais pas si le quiz était bien, je sais pas si le quiz était bienvenu ici. Mais... Ah, c'était le suspense. Ah, en fait, ce qui se passe, ouais, je ne sais pas si je vous le dis, non, je ne vous le dis pas après. Si. Ah, ben, je vous le dis. Ah, ben, je vous laisse le suspense. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir le quiz. Voilà, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir le quiz. Ouais. Rappelez-vous qu'il y a un vorace dans l'air et que... Allez, c'est la matière. Imaginons que ces petites boules là qu'on a mis toutes ensemble, là, avec toutes les 20 boules du calcium, elles soient toutes ici dans un truc de 1 mm. C'est pas grand, 1 mm. À quelle distance vous poseriez son premier électron là, celui qui est le tout près du noyau? Je me donne ma réponse. T'as pas vu ta réponse, mais il l'a vu quand même. Je t'ai dit, c'est la télépathie électrique. Ça marche. Alors là, non, je ne veux pas les réponses. Je ne veux pas. Ah, ça y est, c'est chopé. Bon, alors. Vous pensez quoi? 1 mètre? 10, 100, 1000. 100. Impressionnant, hein? 100 mètres. On va voir. 100 mètres, ça veut dire quoi? Vous avez votre petit électron là, qui est dans les cages du but, du terrain de foot. Votre petit noyau qui est dans les cages du but, et à l'autre bout du terrain de foot, vous avez le premier électron. La matière, c'est du vide. C'était juste pour vous dire que la matière était du vide. Alors, notre truc de quiz. Il y en aura d'autres. Donc, C'est de la lumière. voilà. Vous avez votre petit atome qui est là. C'est le noyau. Et votre premier électron il est là. Et les autres, ils sont là. Et pourtant, j'arrive pas à passer à travers. Pourtant, c'est vide. Donc, il y a quelque chose d'autre. Alors, on revient sur notre petit calcium qui était vorace. Alors là, c'est du sodium cette fois, mais c'est pareil. Le sodium, il peut s'en faire piquer un, et le chlore peut en manger un. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'assembler. Et ça va faire une sorte d'assemblage pas très stable qu'on appelle le sel de cuisine, qui est le chlorure de sodium. On a deux ions, un qui avait fin d'électron et l'autre qui en avait un peu en trop, donc ils sont assemblés. Et voilà comment on fait de la cuisine en chimie. Alors là, on va parler sur de l'eau, parce que l'eau c'est un truc intéressant. Donc l'eau, c'est de l'oxygène et deux hydrogènes. L'oxygène, il a faim pour en manger deux, et les hydrogènes, ils en ont juste un de libre. Donc, ils vont s'assembler. Et cette fois, ils ne vont pas s'assembler comme des cristaux, mais ils vont s'assembler dans des liaisons qu'on appelle covalentes, ce sont des liaisons très solides. Ils vont vraiment se partager les électrons, et pour faire une structure stable et très puissante. Donc, on la représente souvent de cette façon-là. En réalité, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les électrons ne sont pas sur des couches. On n'a que des probabilités. On n'est pas capable de savoir vraiment où ils sont. On sait qu'ils ont des niveaux d'énergie qui ne peuvent pas aller entre les deux, mais par contre, ils vont se balader où ils veulent sur la couche. Ils sont que deux, et ils se baladent où ils veulent. Et après, la couche d'après, ils sont que 8, je ne sais plus, ou 6, et ils se baladent où ils veulent. Donc en fait, on peut avoir des nuages, des probabilités. On sait que ici, la grosse zone bleue, là, c'est une zone où il peut y avoir un certain nombre d'électrons qui se baladent.
Et là, il peut y en avoir un certain nombre d'autres. Sauf que dans le cas de l'atome, dans le cas de la molécule d'eau, le noyau de la molécule d'eau est là. Et en fait, on a énormément ici de charges, plus, et de charges moins des autres côtés. Donc ça fait que la molécule d'eau, c'est un petit aimant. En fait. Les électrons se sont tous bousculés par là, ou non, c'est l'inverse, ils sont tous bousculés par là, et ici, il en manque. Donc ça fait un aimant. Donc quand vous mettez deux molécules d'eau l'une à côté de l'autre, ben, elles s'attirent comme des aimants. Une volontaire. Non? Oui? Pas trop? Qui veut venir faire l'essai là? Bon, allez, deux, il nous faut deux, allez. Voilà, allez, vous faites les... Voilà, ça c'est une molécule d'eau, lui c'est l'oxygène, et puis il y a deux petits hydrogènes ici, puis lui c'est une autre molécule d'eau. Donc les molécules d'eau, elles ne vont pas pouvoir naviguer n'importe où, parce que automatiquement, il va être attiré par là. Et moi, c'est pareil, je ne peux pas aller n'importe où, donc je vais m'attirer. Donc les molécules d'eau ne peuvent pas circuler, puisque dans cet espace-là, c'est des petits aimants. Ça donne des propriétés exceptionnelles à l'eau, qu'on n'a sur aucun autre liquide sur Terre. Cette propriété d'avoir des aimants. Voilà, c'était juste pour montrer que dans l'espace, on ne va pas pouvoir se mettre n'importe comment. On ne va pas pouvoir se tourner n'importe comment quand on a une molécule d'eau. Voilà, vous pouvez retourner à la place. Merci pour la démo. Donc, quand on dit qu'il y a des états de la matière, et notamment l'état solide où on n'a pas beaucoup d'énergie, tous les atomes se tassent les uns sur les autres, oui, c'est vrai. Quand on est dans le liquide, ben, ça bouge un peu plus parce qu'elles ont un peu plus d'énergie. Et puis là, c'est le gaz. Donc ça, c'est vos enfants quand ils viennent faire la fête d'anniversaire d'Adrien. Et ça, c'est après la fête, le soir à 23h, ça bouge plus. Voilà. Mais en fait, dans l'eau, ben, il y a un quatrième état. Dans l'eau, il y a un quatrième état qui est très intéressant, qui est un état intermédiaire entre ces deux-là. Qui est un état intermédiaire entre le liquide et le solide. On trouvera dans les fascias, et qui explique beaucoup de choses, et qui explique notamment les communications dans le corps. Donc ici, vous avez les étapes qu'on connaît, qui sont passer de la vapeur. Pour passer en gazeux, ben, on donne de l'énergie. On fait chauffer de l'eau, ça devient de la vapeur d'eau. Pour la passer en solide, on enlève de l'énergie, on le met dans le congélateur, ça devient de l'énergie. Sauf que, quand vous faites transformer du métal liquide en métal solide, le métal solide que vous avez fabriqué coule dans le métal liquide. Parce qu'il est plus dense. Quand vous faites transformer de l'eau en glaçon, il flotte. Parce que justement, il ne peut pas se densifier en dessous de 3 degrés. En dessous de 3 degrés, ça marche, mais avant, entre 0 et moins 3 degrés, il ne peut pas. Il va rester dans un état intermédiaire, flottant. Ce qui donne encore des propriétés à l'eau. Et ça, c'est aussi à cause de sa structure. Il y a des très beaux ouvrages sur ces domaines-là. Là, on a parlé très rapidement d'une molécule qui était fabriquée avec des atomes qui se tenaient la main, un petit noyau. Mais en fait, dans le noyau, il y a aujourd'hui, à notre connaissance, 16 particules différentes. C'est-à-dire que dans chaque petite boule ici, proton, chaque boule neutron, et dans chaque électron, on va trouver une collection plus ou moins importante de ces petites particules-là. Et ça, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est ce qui expliquera pourquoi certains matériaux sont magnétiques. Parce qu'on n'a pas expliqué pourquoi c'était magnétique. Mais ça vient de ce genre de choses. Donc qu'est-ce qui est intéressant à retenir là-dedans? C'est l'eau. L'eau dans le corps, si on compte le poids, on a de l'oxygène, du carbone, de l'hydrogène et de l'azote. En poids, ça représente 65% d'oxygène, 18% de carbone, 10% d'hydrogène. L'oxygène et l'hydrogène, c'est principalement l'eau. Mais si on compte le nombre de particules, on s'aperçoit que 63 plus 25, ça fait 88% du nombre d'atomes dans le corps. 88% c'est de l'eau. Le reste, c'est autre chose. Donc l'eau est très importante pour notre corps. Et puis pour le reste, on va voir quelles sont voilà, je vous montre différentes structures moléculaires. Pardon, voilà. Donc ici, on va trouver les acides aminés. Donc on voit que c'est du carbone avec de l'oxygène et de l'azote.
Voilà, et puis des hydrogènes. Bon, là, on retrouve du sucre. Le sucre, ben, pareil, on retrouve toujours notre carbone, notre oxygène et notre hydrogène. Il n'y a que dans l'ADN où on a les petits oranges qui arrivent, c'est du phosphore, qui sont en plus. Et puis ici, on va trouver des structures très intéressantes, comme par exemple l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une structure ici qui emprisonne le fer. Donc on a le fer complètement coincé au milieu. Donc ces structures-là nous permettent de véhiculer le fer d'un endroit à un autre. Donc on a plein de structures qui sont faites avec des atomes, mais au principal, c'est quand même de l'eau. Alors qu'est-ce que c'est que cette fameuse chose qui nous empêche de traverser la table? Ben, c'est ce qu'on appelle l'énergie. Alors on peut la trouver sous forme électrique, on l'a vu tout à l'heure, magnétique, électromagnétique. C'est la lumière, c'est de l'énergie, la chaleur, c'est de l'énergie, la gravitation qui fait que votre pomme elle tombe, c'est aussi de l'énergie. Le mouvement, quand quelque chose est en mouvement, ben, il y a une forme d'énergie qui se porte dans le mouvement. On a des phénomènes corpusculaires, on verra tout à l'heure qu'on appelle quantiques, et puis on a, ben, dans les mains, on a aussi une certaine forme d'énergie, on verra comment on a démontré qu'elle existait, et justement, c'est la question suivante. Ah bah oui, voilà, c'est tombé. Question. Combien de sens ont-ils été identifiés par Murphy? Alors, je vous donne une piste. Il y a 5 sens. Parce qu'on a 5 sens pour capter l'extérieur. Mais on a aussi des sens pour capter ce qui se passe dans notre corps. Par exemple, comment je sais que je suis dans la position horizontale ou verticale? J'ai des sens qui me permettent de le capter. Donc, il y a des gens qui se sont amusés à les compter. Faites vos jeux. Alors, vous me dites. Ah, il n'y en a pas un seul qui m'a dit 5. D'habitude, j'ai beaucoup de 5. 6, 8, 7. Bon. 32. 32. Yes. En fait, il y en avait 48 qui ont été regroupés en 32. Donc on a 32 sens qui sont tous définis, qui permettent ce qu'on appelle la proprioception. Ils sont principalement dans les fascias et ils permettent de capter tout un tas de choses. Ce qui fait qu'on dit aujourd'hui que l'essentiel de la circulation de l'information dans le corps, c'est le corps qui capte à travers les fascias, qui va envoyer de l'information à travers le nerf vague vers le cerveau. Et donc 90% de l'information entre le cerveau et le corps, c'est du corps vers le cerveau. On n'a que 10% dans l'autre sens. Et aussi cette information, elle va vers le cœur, qui est le troisième cerveau, qui lui, avec le péricarde, qui est une structure de fascia, va aussi